2 officiers traînèrent un homme noir calme au tribunal, rirent de son nom et se moquèrent de son silence jusqu'à ce qu'il dépose un badge du FBI sur le banc et bouleverse toute la salle d'audience. Le huissier leva à peine les yeux lorsqu'il appela le nom Leonard Brigg. Un léger murmure se répandit dans la salle, mais personne ne bougea jusqu'à ce qu'un grand homme noir rasé de près, portant un costume gris froissé, se lève du dernier banc et s'avance dans l'allée centrale. Il marchait sans hâte, des pas calmes et délibérés, sans avocat, sans mallette, sans entourage, juste lui. 2 officiers en uniforme à l'arrière se penchèrent l'un vers l'autre. « C'est lui » murmura l'un. « Ça doit être. Regarde-le, probablement un de ces faux citoyens souverains qui va dire au juge que les lois ne s'appliquent pas à lui. » L'autre étouffa un rire. « Tu sais combien de fois j'ai entendu ces conneries. » Ils pouffèrent assez fort pour faire tourner quelques têtes. Léonard ne sia pas. Son visage resta impassible, trop impassible, presque illisible, comme s'il avait déjà vécu ce moment exact. Le juge, un homme blanc plus âgé avec une calvitie dissimulée par une mèche et une voix qui semblait appartenir à une station de radio locale, ajusta ses lunettes et baissa les yeux vers le dossier devant lui. « Monsieur Brigg, dit-il en tournant une page, vous êtes accusé de non-conformité lors d'un arrêt légal. Est-ce exact ?» Léonard répondit, « C'est ce que dit le rapport. » « Et vous n'avez pas de conseiller présent aujourd'hui ? » « Je n'en ai pas besoin. » D'autres ricanements venant de l'arrière. Le juge lança un regard aux officiers mais ne dit pas un mot. La salle d'audience avait juste la bonne dose de tension, pas assez pour briser le rythme, mais assez pour que chacun en soit conscient. « Très bien, » continua le juge, « cela semble être une infraction mineure. Nous allons faire bref. Monsieur Brigg, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez dire avant que nous procédions ? » Léonard fit un pas en avant. Lentement, il porta la main à son manteau. L'un des officiers à l'arrière se leva légèrement, la main frémissante vers son étui. Léonard marqua une pause, puis il sortit un mince badge plastifié et le posa délicatement sur le bord du banc du juge. « Je suis Léonard D. Brigg, » dit-il d'un ton calme et posé, directeur des affaires internes, Federal Bureau of Investigation. La salle devint silencieuse. Le juge ne sia même pas au début. Il se contenta de fixer le badge, sa bouche s'ouvrit légèrement puis se referma. L'officier qui s'était à moitié levé de son siège se rassit, la mâchoire relâchée. Son partenaire regarda Léonard comme s'il venait de voir quelqu'un traverser un mur. « Vous êtes du FBI » finit par dire le juge. Léonard ne bougea pas, affaires internes. « Je supervise les enquêtes sur les fautes professionnelles dans toute la région du Sud-Est, y compris les services de police locaux qui éteignent leurs caméras corporelles lors des contrôles routiers. » On pouvait entendre le froissement de papier, une toux, une mouche volée. Puis le juge s'éclaircit la gorge et se pencha lentement en arrière dans son fauteuil. « Accepteriez-vous de venir dans mes appartements un instant, monsieur Brigg ?» Léonard secoua la tête. « Je préfère que tout reste au procès-verbal. » Transparence totale. L'un des officiers se leva. « Nous ne savions pas qui il était, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Léonard se tourna vers eux, non pas agressivement, juste en les regardant, en les étudiant. « Vous n'avez pas demandé, » répondit-il. Mais ce silence ne dura pas longtemps car, à huis clos et à bouches ouvertes, les nouvelles voyagent vite, et cette fois, elles se dirigeaient tout droit vers les plus hautes sphères. Il était un peu plus de 22h30 lorsque Léonard quitta l'autoroute 45 près de Biloxi, Mississippi. Il avait passé toute la journée sur la route, visitant de petits départements à travers la région du Golfe, des départements signalés pour des rapports irréguliers, des journaux d'utilisation de la force incohérents et, plus récemment, des caméras corporelles suspectement souvent défectueuses. Sa voiture de location était une Toyota Camry argentée, basique, discrète, rien de tape à accent grave-l'œil. Il l'avait choisie pour une raison. Léonard ne faisait pas étalage de son identité, il préférait l'observation tranquille. Cette nuit-là, il se rendait dans un petit motel sur Bayou View Drive lorsque des lumières rouges et bleues s'allumèrent derrière lui. Il soupira, ralentit et se gara sur le bas-côté. Dans le rétroviseur, 2 officiers sortirent, tous 2 blancs, la trentaine, l'un avec le crâne rasé et une lampe de poche déjà en main. Ils ne s'approchèrent pas lentement. Le chauve frappa fort à la vitre côté conducteur sans attendre. « Permis et carte grise. » Léonard abaissa la vitre à mi-chemin. « Quelle est la raison de l'arrêt, officier ?»« Permis. »« Carte grise, » répéta. Le policier, plus sec cette fois. « Vous n'avez pas utilisé votre clignotant lors de ce dernier changement de voie. »
Léonard jeta un coup d'œil à la dashcam dans le rétroviseur. Je suis presque sûr de l'avoir fait. Vous avez quelque chose à cacher, intervint le deuxième officier, apparaissant côté passager. Non, répondit calmement Léonard, mais j'aimerais savoir s'il s'agit d'un contrôle routier ou d'un interrogatoire. Cela ne fut pas bien reçu. L'officier chauve se pencha. Vous me donnez du fil à retordre? Sortez du véhicule. Je n'ai rien refusé. J'ai posé une question. Sortez tout de suite. Léonard ne bougea pas. Il tendit son permis. Léonard Briggs. Aucune mention du FBI, juste l'identité d'un homme de Montgomery, Alabama. Propre, clair. Pourtant, il n'était pas satisfait. Où allez-vous? Demanda l'officier. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas? Léonard le regarda dans les yeux. Protocole fédéral. Ce fut tout. Cette simple phrase déclencha quelque chose chez le policier. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, s'emporta-t-il? Vous pensez être au-dessus des lois? Léonard ne répondit pas. Le deuxième officier ouvrit la portière passager. Sortez de la voiture, maintenant. Léonard garda sa voix basse. Cet arrêt n'est plus légal. Mais ils n'en eurent cure. Les deux officiers le tirèrent du véhicule avec force. Il ne résista pas, mais cela ne les empêcha pas de lui tordre le bras et de le forcer au sol, les genoux dans son dos. Un officier jura bruyamment pendant que l'autre signalait un refus d'obtempérer. Léonard ne cria pas, il ne plaida pas. Il fixa le gravier sous sa joue, mémorisant chaque mot qu'il disait. Ce qu'aucun des officiers ne réalisa, c'est que Léonard avait allumé un petit enregistreur audio dans la poche de son manteau dès que les lumières s'étaient allumées. C'était une habitude, le genre qui vient du fait de savoir comment les choses se passent souvent pour les hommes qui lui ressemblent, surtout dans le sud. Au moment où ils le conduisirent au poste de police local, ils avaient rédigé un rapport hâtif affirmant qu'il était devenu verbalement agressif et avait refusé d'indiquer sa destination. Aucune mention de leurs propres questions, aucune note sur la force inutile, ni aucune image de caméra. Lorsque Léonard demanda le numéro de badge de l'officier qui l'avait arrêté, la réponse fut un regard froid suivi d'une remarque sarcastique, « Ne vous inquiétez pas, vous aurez amplement le temps de poser des questions au tribunal. » Il fut placé en cellule de détention pour la nuit, sans appel téléphonique, sans possibilité de parler à un superviseur, juste un couloir qui résonnait, une lumière vacillante et le sourire narquois de l'officier qui pensait avoir le dernier mot. Mais ce n'était pas le dernier mot, loin de là, car la salle d'audience où il l'avait traîné n'était pas seulement un lieu pour porter des accusations, c'était là que le vrai procès allait commencer pour eux. Le silence dans la salle d'audience ne fit pas que persister, il s'épaissit après que Léonard eut déposé ses accréditations du FBI sur le banc du juge. Personne ne bougea. Les sourires en coin des rangées du fond avaient disparu. L'officier au crâne rasé était assis, raide, les yeux allant de Léonard au badge comme s'il avait vu un fantôme. Le juge s'éclaircit la gorge, mais sa voix n'était plus aussi ferme qu'avant. « Monsieur Briggs, vous affirmez être du FBI ?» Léonard ne sia pas, « Je n'affirme pas, je le suis », dit-il en désignant à nouveau l'identification. Vous pouvez vérifier le numéro de badge auprès du bureau du directeur Travis McCall ou du bureau de l'inspecteur général ADC. Une des greffières, une femme nommée Darlene, avec 30 ans d'expérience et un instinct aigu pour le drame judiciaire, se leva lentement. Votre honneur, souhaitez-vous que je passe cet appel, s'il vous plaît? Le juge répondit presque trop rapidement. Léonard recula, leur laissant de l'espace. Toute la salle d'audience était figée, observant. Même un enfant en bas âge dans la galerie avait cessé de gigoter. Personne n'était sûr de ce qui allait se passer ensuite. L'un des officiers, celui qui avait tiré Léonard de la voiture, murmura, « Pas moyen, ce type nous roule dans la farine. » L'autre se pencha plus près, ce badge a l'air réel. Cette carte d'identité avait l'air réelle. Ça pourrait être réel. Alors, on est foutu. Léonard entendit chaque mot. Il ne répondit pas, ses yeux étaient fixés. Le juge qui semblait maintenant un peu plus petit derrière cette grande estrade. La greffière revint 5 minutes plus tard, tenant un petit bloc-notes et mâchonnant l'intérieur de sa joue. Confirmé, dit-elle, sans même jeter un œil aux agents. Il est des affaires internes du FBI, division Sud-Est. Il est avec eux depuis 27 ans. Son grade est vérifié. La salle redevint silencieuse, mais cette fois ce n'était pas le si. Lance de la moquerie, c'était la gêne que trahissaient les regards fuyants du juge,
la respiration superficielle des agents, et le procureur qui n'avait soudain plus rien à dire. Léonard prit finalement la parole. « Je ne suis pas venu ici pour faire un scandale, dit-il calmement. Je ne suis même pas venu ici pour déposer une plainte. J'étais en mission, incognito, voyageant à travers des départements en cours d'évaluation. Je n'ai pas présenté ma carte d'identité volontairement parce que je n'y étais pas obligé. J'ai donné mon permis, suis resté calme et j'ai respecté la loi. » Sa voix ne monta pas, mais elle emplit la pièce. « J'ai été agressé, jeté au sol, détenu pendant des heures sans raison. Mes droits ont été ignorés, mais j'ai documenté chaque mot et je sais exactement quelles procédures ont été violées. » Le juge se pencha en arrière dans son fauteuil, les mains serrées. « Monsieur Brigg, je ne suis pas ici pour vos excuses, » l'interrompit Léonard. « Je suis ici pour demander que les charges soient immédiatement abandonnées et que les 2 agents soient placés en congé administratif temporaire, avec effet immédiat, en attendant une enquête fédérale. » Le procureur ouvrit la bouche, mais le juge leva la main. « Accordé. » Les 2 agents semblèrent stupéfaits. « Vous nous suspendez juste comme ça, » dit le chauve, presque en criant. Le juge ne répondit pas. Léonard se tourna pour leur faire face directement. « Il ne s'agit pas de moi, dit-il. Il s'agit de chaque personne que vous avez traitée comme si elle n'avait aucune importance. Chaque citoyen qui n'avait pas d'insigne à montrer. Moi, j'en ai un, et j'ai quand même fini le visage dans la poussière. » L'un d'eux s'avança. « Écoutez, nous ne savions pas qui vous étiez, d'accord ? Si nous avions su. » Léonard leva la main, l'arrêtant. « C'est justement ça, le problème. » Mais Léonard n'avait pas fini, loin de là. Car si l'insigne avait pu faire taire la salle, la vérité restait enfouie sous la paperasse, les mensonges et les enregistrements des caméras corporelles qui, comme par hasard, n'existaient pas. La salle d'audience se vida en hâte. Le public se dispersa comme s'il avait été témoin de quelque chose de radioactif. Les 2 agents restaient près de la sortie, stupéfaits, les visages pâles et incertains. Ni l'un ni l'autre ne tendit la main vers son téléphone, ni l'un ni l'autre ne dit un mot. Ils restaient là, figés par la réalisation que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Dehors, l'humidité d'une matinée du Mississippi s'accrochait à tout. Léonard ne s'attarda pas. Il marcha droit vers sa voiture de location, s'assit au siège conducteur et, enfin, laissa échapper un lent soupir. Il n'appréciait pas ces moments. Ils n'étaient pas satisfaisants, ils étaient lourds parce qu'ils signifiaient que quelqu'un avait de nouveau échoué. Au petit commissariat, plus loin sur la route, le shérif Ricky Alburn était assis derrière son bureau quand l'appel arriva. « FBI, dit-il, le téléphone calé contre son épaule. Ce gars était du FBI ? » Sa lieutenante, Tamara Wells, se tenait près de la porte, les bras croisés, l'expression illisible. Elle avait vu le rapport d'arrestation, quelque chose la dérangeait. « Oui, monsieur, » répondit la voix au bout du fil. « Léonard Brigg, affaires internes. » Ricky se frotta le front. « Vous êtes en train de me dire que 2 de mes gars ont arrêté un enquêteur fédéral et l'ont traîné devant les tribunaux sans même vérifier ses références. » « Oui, monsieur. » Il raccrocha brusquement et regarda Tamara. « Pourquoi diable personne ne m'a dit qu'il était du FBI ?» Elle haussa un sourcil. « Peut-être parce qu'il n'a pas été traité comme tel. » De retour au palais de justice, le juge tint une réunion discrète à huis clos. Pas d'enregistreur, pas de procès-verbaux, juste des chuchotements, des visages rougis et une inquiétude écrasante quant à ce qui pourrait paraître dans la presse. Léonard, quant à lui, était déjà au motel, assis sur le lit avec son ordinateur portable ouvert et une ligne d'appel sécurisée qui sonnait. La voix à l'autre bout était calme mais directe. « Ça va ? » « Je vais bien, » répondit Léonard, « mais non. » « Quelle est la situation ? » Il exposa les faits, l'interpellation, l'agression, les caméras corporelles qui ne s'étaient jamais allumées, la détention nocturne. La voix à l'autre bout soupira. « C'est le premier rapport de ce département ? » « Non, nous en avons eu 3 autres au cours des 18 derniers mois. Toutes les plaintes ont été abandonnées, un plaignant a déménagé. Alors, officialisons les choses. Lancez l'inspection. » Léonard hocha la tête, même si l'autre homme ne pouvait pas le voir. « Vous voulez que je garde le silence ? » Plus maintenant. Plus tard ce jour-là, l'agent Curtis Dell, celui à la tête rasée, tenta de réparer les pots cassés. Il se présenta au poste, essayant d'avoir l'air décontracté, mais tout le monde
remarqua le changement, l'aisance feinte dans sa démarche, la façon dont il évitait le regard de Tamara. Il frappa à la porte du shérif. « Vous avez une minute ?» Ricky ne leva pas les yeux. « Vous feriez mieux de faire vite. »« Écoutez, je ne savais pas qui il était. Si j'avais su. Je me fiche qu'il ait été éboueur ou fantôme, Curtis. » Il ne haussa pas la voix, ne formula pas de menace, ne bougea pas d'un pouce. Il ne vous a pas laissé le moindre chance et vous l'avez quand même arrêté comme un voyou de la rue. Curtis s'avança. J'ai paniqué. Il était évasif, a commencé à parler de protocoles fédéraux. On a déjà vu de fausses cartes d'identité avant, des types qui essaient de se faire passer pour des fédéraux. Ricky le fixa. Et quand il a tendu un vrai permis, vous l'avez juste jeté par la fenêtre. Curtis ne répondit pas. Ricky se pencha en avant. Comprenez-vous ce qui se passe si le DOJ envoie une équipe ici? Curtis jeta un coup d'œil au sol. J'ai tout gâché. Tamara, qui était entrée en pleine conversation, croisa les bras. Tu n'as pas juste tout gâché, tu nous as tous mis sur le radar. Et peut-être que c'est là que nous devrions être. Curtis la regarda, abasourdi. Tu es sérieuse? J'en ai marre de lire des rapports qui ne correspondent pas aux fichiers des caméras corporelles. J'en ai marre de voir des gens repartir d'ici plus brisés qu'à leur arrivée. Ricky ne dit pas un mot. Il resta assis, la mâchoire serrée, le téléphone à la main, pensant à toutes les choses qui étaient sur le point d'être révélées. Mais s'il pensait que le pire était derrière eux, il n'avait pas vu le dossier que Léonard venait d'ouvrir sur son ordinateur portable, une liste de noms, de dates et de signaux d'alarme remontant à des années. Léonard était assis au bureau du motel, ses doigts glissant sur le clavier, les yeux concentrés, clignant rarement. Il ne travaillait pas sous l'influence de l'émotion, il le faisait rarement, l'émotion obscurcit les choses. Au lieu de cela, il construisait une chronologie. Il savait déjà ce qui allait suivre, il l'avait vu trop de fois, la panique, les excuses, les pannes techniques soudaines. Il ouvrit le portail officiel du département et soumit une demande formelle pour les enregistrements des caméras corporelles de la nuit de son arrestation, horodatées, spécifiques, professionnelles. Il n'eut même pas à attendre une heure. Un email revint, laconique et défensif, nous regrettons de vous informer que les enregistrements des caméras corporelles de l'incident du 14 mai sont indisponibles en raison d'un dysfonctionnement technique. Nous examinons actuellement les journaux de maintenance pour déterminer la source de la panne. Léonard se pencha en arrière et laissa échapper un bref souffle par le nez, pas un soupir, juste la confirmation d'un schéma. Une autre marque rouge dans un dossier qui s'épaississait déjà d'heure en heure. Il appela le contact des preuves régionales du DOJ et demanda une vérification croisée du logiciel des caméras corporelles du département. 10 minutes plus tard, il avait ce dont il avait besoin. Ils ont eu 6 pannes au cours des 10 derniers mois, dit l'analyste en lisant un journal. Toujours lors d'interpellations impliquant des conducteurs noirs ou latinos. Jamais une seule fois lors d'exercices d'entraînement ou de violation du code de la route avec des automobilistes blancs. Léonard ne réagit pas, il se contenta de taper. Au département, la tension montait. L'agent d'elle était assis à son bureau, fixant son écran comme s'il allait s'effondrer sous le poids de ses pensées. En face de lui, Tamara faisait défiler les rapports archivés, remontant des dossiers qui n'avaient pas été touchés depuis des années. Elle ouvrit un dossier de décembre, un jeune homme arrêté à 3 pâtés de maison de chez lui, affirmant avoir été malmené, avait déposé une plainte. Dysfonctionnement de la caméra corporelle. Puis un autre, même histoire, et encore un autre. Ses yeux se plissèrent. Il pensait vraiment que personne ne remarquerait, murmura-t-elle. À l'arrière du département, le technicien informatique, un gars nommé Brian qui se tenait généralement à l'écart, reçut un message discret via le système de chat interne, « Salut, vérifie les journaux de la caméra du 14 mai. » Affaire Briggs. Qui a accédé à les fichiers avant qu'ils ne disparaissent? Brian hésita, il n'aimait pas être mêlé à ce genre d'affaires, mais la curiosité l'emporta sur l'inconfort. Il tapa quelques lignes, lança une recherche et vit la réponse presque instantanément, d'elle, pas une seule fois, mais 2 fois. 2 heures après l'arrestation, et encore le lendemain matin, il avait supprimé les journaux d'accès et contourné le drapeau de vérification. Brian fixa l'écran un long moment, puis imprima le journal et le glissa dans une enveloppe. Il ne l'envoya pas par voie électronique, il le porta lui-même au bureau de Tamara. Elle l'ouvrit. La mâchoire serrée. « Merci, dit-elle doucement. » Brian ne répondit pas. Il se retourna et partit sans un mot.
Au moment où Léonard entra dans le département le lendemain matin, portant le même costume et tenant une petite chemise cartonnée, l'officier de l'accueil semblait avoir vu un ouragan sous forme humaine. Agent Briggs, balbutia l'homme, nous ne vous attendions pas, je ne suis pas là pour causer des problèmes, dit Léonard. Je suis là pour confirmer des schémas. Il se dirigea droit vers l'aile des opérations sans attendre la permission. Les gens s'écartèrent de son chemin. Il frappa une fois à la porte du bureau du shérif et entra. Ricky leva les yeux, visiblement épuisé. Je suppose que vous avez reçu notre email? J'ai aussi eu les registres d'accès, dit Léonard en posant le dossier sur le bureau. Ricky n'y toucha pas, quelqu'un est entré dans le système, dit Léonard, et a supprimé les journaux de caméra manuellement après l'arrestation, avant la comparution. Vous voulez deviner qui? Ricky se frotta les yeux. Nous nous en occupons. Non, dit Léonard, d'une voix calme mais ferme, vous non. C'est moi. Il se tourna pour partir, puis marqua une pause. Je vous suggère d'avoir l'insigne et l'arme de service de l'officier d'El près d'ici la fin de la journée. Les affaires internes seront sur place cette semaine. Ricky n'argumenta pas, il ne leva même pas la tête. Mais alors que Léonard retournait dans le couloir, il savait que Del n'était pas le seul à avoir laissé des traces, et que l'inspection ne concernait plus seulement cette nuit-là, elle concernait tout ce qu'ils avaient essayé d'enterrer. Le mercredi matin, 2 SUV noirs se garaient sur le parking arrière du département de police du comté de Jefferson. Pas de sirène, pas de drame, juste une présence silencieuse et délibérée. Léonard sortit le premier. Il fut rejoint par 2 agents de Washington, Grace Mendoza, une stratège en conformité aux yeux d'acier, et Nathan Cole, un expert en criminalistique numérique qui ne parlait qu'en cas d'absolue nécessité. Il n'était pas là pour faire du bruit, mais pour ne rien laisser au hasard. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Les officiers qui se prenaient jadis pour des caïds observaient maintenant silencieusement derrière leurs écrans. Ricky Alburn avait à peine dormi. Les seules personnes qui parlaient en phrases complètes étaient Léonard et son équipe. Grace prit en charge la salle des archives, demandant les dossiers disciplinaires, les données sur les contrôles routiers, les évaluations du personnel et les rapports des affaires internes, tout ce qui laissait une trace écrite. Nathan disparut dans la salle des serveurs avec Brian, le technicien informatique, qui lui donna accès au système sans résistance. Léonard s'assit avec Tamara dans un petit bureau à l'arrière. Elle avait un ordinateur portable ouvert, des dizaines de fenêtres remplies d'anciens rapports. Son expression était tendue, concentrée. Tout cela se ressemble, dit-elle. Plainte pour agression lors d'interpellation, caméra corporelle éteinte, rapport vague, pas de suivi. Léonard hocha lentement la tête. Il ne s'agit pas d'une mauvaise décision, mais d'une culture. Ce qui est ignoré, ce qui est caché, ce que tout le monde apprend à considérer comme normal. Elle tourna son écran vers lui. Regardez ici, mai de l'année dernière. Un homme arrêté après le travail, il affirme qu'on lui a demandé de sortir de la voiture sans raison. Pas de contravention, pas d'arrestation, mais le rapport dit qu'il était non coopérant. Léonard le parcourut rapidement. Le même langage à chaque fois. Au bout du couloir, Grace entra dans le bureau de Ricky sans frapper. J'ai besoin de la documentation de formation de votre département sur le protocole d'escalade de l'usage de la force et la politique d'utilisation des caméras. Ricky sembla vouloir argumenter, mais il ne le fit pas. Il désigna une armoire. Tout est là-dedans, prenez ce dont vous avez besoin. Grace ouvrit les tiroirs, examina les documents et soupira. C'est daté de 4 ans. Ricky ne dit rien. Pendant ce temps, Nathan avançait rapidement. Des fichiers étaient clonés, des journaux de caméras extraits, des vidéos supprimées étaient reconstruites à partir de systèmes de sauvegarde dont les officiers ne connaissaient même pas l'existence. Quand il trouva 2 vidéos étiquetées, incomplètes, il les signala immédiatement. L'une d'elles avait de l'audio. Elle provenait du micro d'une voiture de patrouille. À peine 1 minute, mais suffisant. Tu as quelque chose, demanda Léonard quand Nathan lui tendit les écouteurs. Léonard écouta attentivement. Le clip était granuleux mais clair, où allez-vous? Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Protocole fédéral. Vous pensez être au-dessus des lois. Le bruit sourd d'une porte qui s'ouvre, le tumulte du mouvement, le frottement du jet. Ravier, un grognement. Léonard leva les yeux. C'est suffisant. Il se rendit directement au bureau de Ricky, où Grace feuilletait toujours des dossiers.
Nous émettons un arrêt de conformité, dit Léonard. Aucun officier de ce département ne doit participer à des opérations sur le terrain tant que l'examen n'est pas terminé. Ricky se pencha en avant, la voix basse. Vous nous arrêtez? Temporairement, répondit Léonard. Votre centrale d'appel fonctionnera uniquement pour les urgences. Mais à compter d'aujourd'hui, votre département est sous surveillance fédérale. Ricky expira par le nez. Vous savez ce que cela va nous faire? Léonard ne bougea pas, vous savez ce que le fait de ne pas le faire a déjà fait? La porte se referma derrière lui alors qu'il sortait. En bas, les officiers évitaient son regard, même ceux qui ne l'avaient jamais rencontré auparavant. Tamara le retrouva au pied des escaliers. J'ai récupéré les journaux de plainte, dit-elle. Il y a une constante dans les refus, la plupart des rapports ont été classés sans suite sans une seule interview. Léonard haussa un sourcil. Qui a signé ça? Elle lui tendit la liste. Le nom de Curtis Dell apparaissait encore et encore. Il plia le papier, le glissa dans la poche de son manteau et se tourna vers la sortie. Bon travail, lui dit-il. Tamara parut presque surprise. Vous pensez que ça va changer quelque chose? Léonard marqua une pause à la porte. Ça dépend si astérisque vous astérisque le voulez. Mais le changement ne dépendait pas seulement de la paperasse. Il dépendait de ce que la ville ferait quand tout serait mis en lumière. Et d'ici la fin de la semaine, il serait forcé d'y faire face. Dès le vendredi matin, l'histoire avait dépassé les marches du palais de justice. Les chaînes d'information locales l'avaient d'abord reprise, de courtes notes, principalement des spéculations, officiers du FBI arrêtés pour interpellation abusive. Puis vint le clip vidéo, granuleux du micro de la voiture de patrouille, mais incontestable. Et enfin, la voix off, protocole fédéral. Cette phrase résonnait dans les salons de coiffure et les bancs d'église. Ce n'était plus seulement une ligne, c'était une question, que s'était-il réellement passé à l'Oakland Café? Un groupe d'hommes âgés se penchait sur des tasses de café, argumentant à voix basse. Je vous dis qu'ils ont interpellé cet homme sans raison, ils pensaient que c'était juste un autre gars sur qui ils pouvaient faire la loi. Eh bien, s'il n'a pas montré de pièce d'identité, il l'a fait. Son permis était propre. Et même s'il ne l'avait pas fait, ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un, peu importe qui il est. À travers la ville, dans le petit centre communautaire de Jefferson Avenue, un groupe de parents se réunit de manière informelle après l'école. Ils étaient fatigués d'avertir leurs enfants sur ce qu'il fallait dire et comment agir s'ils étaient un jour arrêtés, fatigués d'expliquer que le respect ne vous protégeait pas toujours. En fin d'après-midi, une réunion publique fut convoquée à la dernière minute. La salle était bondée. Les gens arrivaient tendus, certains en colère, certains confus, certains juste à la recherche de réponses. Le maire, un homme blanc âgé nommé Harold Lanning, prit la parole, les mains tremblantes. Nous sommes conscients de l'enquête. Nous coopérons avec les autorités fédérales et nous apporterons des changements. Une femme se leva à l'arrière. Elle s'appelait Felicia Green, et son fils avait déposé une plainte 2 ans plus tôt qui n'avait abouti à rien. Allez-vous rouvrir tous ces vieux dossiers, demanda-t-elle, d'une voix ferme. Nous nous penchons sur la question, répondit Harold. Non, dit-elle. Ne vous contentez pas de regarder, agissez. Des applaudissements éclatèrent, clairsemés mais sincères. Léonard se tenait à l'arrière, les bras croisés. Il n'était pas là pour parler, il voulait écouter. Tamara arriva à mi-chemin et se glissa à côté de lui. Je ne pensais pas qu'autant de monde viendrait, murmura-t-elle. Ils le font toujours, répondit Léonard, quand ils ont cessé d'avoir peur du silence. Un par un, les gens prirent le micro. Un adolescent parla d'avoir été arrêté en rentrant de l'entraînement de football. Une mère célibataire décrivit avoir été arrêtée 2 fois dans la même semaine, on lui a demandé si la voiture était à elle. Un vieil homme a raconté une histoire que personne n'avait jamais entendue auparavant, comment en 1989, il avait été arrêté, menotté et relâché sans un mot, juste comme ça. Aucune de ces histoires n'avait fait la une auparavant, mais ce soir, la salle a écouté. Puis, de manière inattendue, le shérif Ricky s'est approché du micro. La foule s'est tue instantanément. Il avait l'air plus vieux que d'habitude, ou peut-être simplement exposé. J'ai passé 31 ans dans les forces de l'ordre, a-t-il commencé, et je mentirais si je disais que je n'ai pas désucé. Certains d'entre vous. Il a marqué une pause, puis a regardé Léonard. Nous ne savions pas qui était Monsieur Brigg,
mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous ne nous soucions pas de qui vous étiez, aucun d'entre vous. C'est ma faute. Quelques murmures, quelques hochements de tête. Nous allons rouvrir les plaintes classées, a-t-il poursuivi. Nous travaillerons avec la supervision fédérale et toute personne impliquée dans cette situation sera tenue responsable, y compris moi. Une femme près de l'avant a crié, les paroles ne coûtent rien. Ricky a hoché la tête, puis, alors, tenez-moi à l'œil. Léonard n'a rien dit, mais Tamara lui a jeté un coup d'œil. Tu le crois? Je crois la salle, a répondu Léonard. Après la réunion, les gens sont restés dehors, discutant en petits groupes. Ce n'était pas fini, loin de là, mais quelque chose s'était ouvert, et une fois ouvert, on ne pouvait plus l'ignorer. Mais la reddition de comptes ne signifie rien sans conséquence, et Léonard avait une dernière réunion pour s'assurer que cette partie ne serait pas oubliée. Lundi matin, Léonard a monté les marches de l'hôtel de ville, un dossier dans une main et un petit café dans l'autre. Il avait rendez-vous pour une session à huis clos avec le maire Lanigne, mais à son arrivée, 2 autres personnes l'attendaient à l'intérieur, Tamara Wells, désormais officiellement réaffectée comme agente de liaison du département pour la supervision fédérale, et Grace Mendoza, assise à ses côtés avec son propre dossier. Le maire a levé les yeux quand Léonard est entré. « Je n'attendais pas autant de visiteurs », a-t-il dit avec un sourire à moitié forcé. Léonard ne lui a pas rendu son sourire. Il a ouvert son dossier et l'a posé sur la table. « Ce sont les résultats préliminaires », a-t-il dit. 5 violations confirmées de la politique départementale, 3 cas de rapports falsifiés, 2 incidents de falsification de caméras corporelles et une tentative active d'obstruction à une enquête fédérale. Les mains de Lanigne se sont tendues légèrement. Recommandez-vous des poursuites? Léonard n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé Grace, qui a fait un signe de tête subtil. Nous recommandons un audit complet du personnel, a dit Grace, avec effet immédiat, et le renvoi de l'agent Curtis Dell. Lanigne a pris une inspiration. Vous me demandez de renvoyer l'un de nos agents de patrouille les plus anciens? Nous vous demandons de restaurer la confiance dans un système brisé depuis trop longtemps, a dit Léonard. Tamara s'est penchée. Nous vous demandons aussi de faire un choix, protéger un homme dont les plaintes ont été enterrées et les rapports falsifiés, ou soutenir la communauté qui vient d'exiger le changement. Lanigne a fixé la table. Pour une fois, il n'y avait pas d'échappatoire facile. Aucune déclaration de presse ne réparerait cela, aucune suspension discrète ne satisferait ce qui avait été dit à voix haute, en public, officiellement. Il a finalement hoché la tête. Je vais émettre la lettre de licenciement aujourd'hui. Léonard a fermé son dossier et s'est levé. Nous surveillerons la conformité. Toute nouvelle falsification ou tout retard sera transmis au bureau. La réunion s'est terminée calmement, mais son poids a perduré. Alors que Léonard sortait, il n'est pas allé directement à sa voiture. Au lieu de cela, il a fait une promenade sur la place voisine. Des gens étaient dehors, certains faisant du shopping, d'autres simplement assis sur les bancs, faisant semblant que c'était un jour normal. À un coin, il a aperçu un petit groupe de lycéens. L'un d'eux, un garçon en sweat à capuche bleue, a fait un léger signe de tête à Léonard. Juste un signe de tête, mais différent de ceux qu'il avait vus auparavant. Celui-ci contenait de la reconnaissance, du respect, pas de la peur. Léonard a rendu le geste et a continué à marcher. De retour au département, l'agent Dell a été appelé dans le bureau de Ricky. Pas d'explication, pas de débat, juste un avis imprimé signé par le maire, marqué, avec effet immédiat. Dell n'a pas crié, il n'a pas argumenté. Il a juste fixé le papier, puis Ricky. Alors, c'est ça? Ricky a levé les yeux. Tu penses que ça ne devrait pas l'être? La voix de Dell s'est brisée. J'ai fait ce que je pensais être juste. Je ne savais pas que tu t'en fichais, a dit Ricky. C'est ça qui t'a perdu. Dell est parti par la porte de derrière. Personne ne l'a revu ce jour-là. Tamara se tenait dans le couloir, observant le département changer autour d'elle. Certains visages étaient soulagés, d'autres amers, mais le changement se produisait, silencieusement, constamment. Léonard est revenu ce soir-là pour finaliser une dernière partie du processus, une réunion avec le maire, le shérif et 2 représentants du DOJ pour commencer à rédiger de nouveaux protocoles départementaux et examens obligatoires, audit de caméras corporelles, système de signalement communautaire. Personne n'a applaudi, aucune bannière n'a été accrochée, mais le vrai travail avait enfin commencé. Dehors,
alors que le soleil descendait sous les toits, Léonard a passé un dernier appel. Sa voix était fatiguée mais ferme. « Envoyez-moi le prochain emplacement », a-t-il dit. Il y a eu une pause à l'autre bout. « Déjà ? » « Oui », a répondu Léonard, « déjà. » Mais avant de ranger ses affaires et de partir, il s'est assis juste une minute, pensant non pas au titre sur son insigne, mais à la facilité avec laquelle les gens oublient que le respect n'a rien à voir avec ce que l'on porte, ce que l'on conduit ou si l'on a un entourage. Il s'agit de ce que l'on fait quand personne ne regarde, et de qui l'on choisit d'être quand le monde présume le pire. Parfois, la leçon n'est pas dans le bruit, mais dans le silence qui suit, dans la façon dont une pièce change quand quelqu'un arrête de rire, dans la façon dont une ville fait une pause après des années à faire semblant que tout va bien. Léonard n'avait pas besoin de faire un grand discours, les gros titres ne l'intéressaient pas. Ce qui importait, c'était ce que les gens faisaient quand ils pensaient que personne ne les démasquerait jamais. De retour au motel, il s'est assis sur le bord du lit, chaussures toujours aux pieds, son téléphone vibrant avec des suivis de Washington DC. Il a coupé les notifications, non par défi, mais il avait juste besoin d'une seconde, d'un petit moment pour se rappeler pourquoi cela importait encore après tant d'années. Non pas parce qu'il voulait justice pour lui-même, ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. C'était pour ceux qui n'avaient pas d'insigne, pour l'enfant qui rentrait de l'entraînement et ne comprenait pas pourquoi on lui demandait de vider son sac à dos, pour la mère arrêtée à 21h et qui regardait son tout petit pleurer sur la banquette arrière pendant que l'agent fouillait son coffre sans motif, pour le vieil homme qui n'avait jamais raconté à personne que 2 agents l'avaient plaqué sur le capot de sa voiture en 1989 pour avoir grillé un panneau stop. Aucun d'eux n'a pu dire « Je travaille pour le FBI ». Aucun d'eux n'avait d'enregistreur dans sa poche. Ils sont simplement rentrés chez eux, ou pas. Ce que Léonard avait fait dans cette salle d'audience n'était pas pour prouver qu'il avait du pouvoir, c'était pour l'utiliser de la bonne manière, discrètement, précisément, sans rage, sans ego, mais avec détermination. Le respect n'a pas besoin d'être bruyant. Il ne vient pas des uniformes ou des titres. Il vient de la capacité à voir l'humanité de quelqu'un avant de juger sa valeur. Les gens ont ri quand Léonard est entré dans cette salle d'audience à cause de son apparence, à cause de ce qu'il supposait. Mais ce moment ne l'a pas défini, il les a définis eux. Et ce qui a suivi n'était pas seulement une enquête, c'était un miroir pour le département, pour la ville, pour le système. On ne répare pas les choses cassées en faisant semblant qu'elles fonctionnent. On les répare en écoutant les histoires qu'on a ignorées, en tenant les gens responsables et en refusant de laisser un autre nom disparaître dans un dossier marqué « sans fondement ». Alors, si jamais on vous a sous-estimé, sachez ceci, votre silence n'est pas une faiblesse, votre calme n'est pas une capitulation. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui porte le plus de poids. Et si jamais vous êtes en position de parler pour vous-même ou pour quelqu'un qui ne le peut pas, ce n'est pas l'insigne qui fait l'homme, c'est l'action. Léonard Brigg n'était pas un héros. Il n'avait pas besoin de l'être. Il avait juste besoin de faire son travail pleinement, honnêtement. Et peut-être, dans un monde où tant de gens oublient à quoi cela ressemble, c'est suffisant. Si cette histoire vous a touché, même un peu, ne la laissez pas s'arrêter à l'écran. Partagez-la, parlez-en, posez des questions, exigez davantage de votre communauté. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton « S'abonner », car des histoires comme celle-ci ne sont pas de la fiction, ce sont des rappels, et nous en avons besoin de plus.